Derrière les musées, archives, bibliothèques, champs de fouilles, monuments historiques, nous vous emmenons dans les coulisses du métier comme vous l'avez probablement rarement entendu. Bienvenue dans le podcast Art à Cœur, un podcast créé par les professionnels qui sauvegardent la culture. Chaque épisode donne la parole à un ou une conservatrice restauratrice qui nous partage sa vision du métier. Cette saison, je serai accompagnée de professionnels qui travaillent spécifiquement pour les collections publiques. On prend la place. Je m'appelle Siggy, ma spécialité c'est le support papier et je tiens une chaîne YouTube sur l'histoire de l'art et du patrimoine. Mais dans le podcast Art à Cœur, je lâche le micro dans les réserves. Sur ce, bonne écoute. Aujourd'hui dans le podcast, je suis accompagnée par H. Dupuis, futur spécialiste en conservation-restauration, en archéologie et ethnographie. C'est bon, j'ai tout bien dit ou tout pas? Tout à fait, oui. Ça paraît à la fois tellement large et tellement précis, et je sens qu'on va rentrer dans des niches, des bocaux, des boîtes. Donc voilà, je pense qu'on peut juste se laisser parler et découvrir tout ça. Déjà, comment ça va? Mais ça va très bien. Cool. Très très bien. C'est une semaine particulière? Oui, j'ai ma soutenance dans 2 jours. Ok, mais ça va très bien. Mais ça va très bien, je me sens prêt, ouais. Franchement, pour avoir accepté un podcast à 2 jours de la soutenance, c'est que le mojo est bon, quoi. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ta spécialité? Parce qu'elle est pas mystérieuse, mais voilà, elle est niche, quoi. Uh-huh. Elle est méconnue. Nous présenter ta spé, et si tu veux bien, si ça se porte à la question, un petit peu le quotidien d'une personne qui est dans cette spécialité-là. Ok. Alors, du coup, je termine mon diplôme de master en conservation, restauration, objets archéologiques et ethnographiques, qui a un titre peut-être un peu trompeur, parce qu'on va plus loin que l'archéo et l'ethno dans ce diplôme. On étudie aussi les collections historiques parfois, ou alors l'histoire naturelle, et dans mon cas, pour mon travail de diplôme, les collections d'anatomie aussi. Donc on est, c'est assez large et c'est assez presque généraliste du point de vue de l'objet, puisqu'on va travailler sur la céramique, le verre, le métal et aussi les matériaux organiques à la fois d'origine végétale et animale. Donc c'est tout ce qu'on voit pendant les 2 ans de master, que je fais d'ailleurs à la Haute École Arc à Neuchâtel, peut-être le préciser. Et avant de faire ça, du coup, j'étais à Paris 1 en spécialité objets archéologiques. Voilà, donc je viens plutôt de l'archéo, mais comme je m'intéressais aux matériaux organiques, j'ai décidé de continuer mes études en Suisse, où là, du coup, avec le côté ethno, mais aussi un peu histoire naturelle, c'était un peu plus complet de ce point de vue-là. Ok, d'accord. Donc déjà là, t'as une idée en tête de vers où tu t'orientes, ou est-ce que ça va être tellement énorme comme... C'est un peu large et du coup, je m'intéresse majoritairement aux matériaux organiques, du coup, particulièrement pour l'os aussi, les collections d'anatomie, d'histoire naturelle et voilà, en archéo aussi. Un matériau organique, c'est un matériau généralement originaire du vivant. Du coup végétal ou animal, donc du point de vue végétal, ça va être le bois, les divers fibres, etc. On peut avoir de la paille tressée, ce genre de choses par exemple, des feuilles, ça dépend des objets, surtout en ethnographie, on a des choses très larges et très différentes. Et animal, le cuir, l'ivoire, la corne, les plumes, ce genre de choses, plein de choses. Parce que c'est vrai que souvent, je trouve, on essaye de clarifier ce métier en disant en fait on travaille surtout par support plutôt que par typologie. Ouais. Et toi j'ai l'impression que c'est limite l'inverse, c'est par destination de l'objet plutôt que vraiment par sa matière. C'est comme ça que je me définis un peu, parce que en Suisse la formation est différente de celle qu'on a en France, parce que du coup en France voilà on est beaucoup plus par matériaux. Et en Suisse, on est, il y a aussi une différence par matériaux, mais la catégorie un peu objet, un peu regroupée du coup dans ce master que je fais, qui est le seul en Suisse pour cette spécialité-là. Et c'est peut-être aussi un peu lié au marché suisse, qui est différent du marché français,
où souvent, par exemple, on a un conservateur restaurateur dans le musée qui, du coup, a besoin d'avoir des compétences assez larges pour répondre à tous les problèmes des objets qui peuvent être dans la collection du musée. Donc voilà, céramique, verre, etc. Donc les musées suisses, tu dirais, ont toujours un petit peu ce besoin-là ou ouais, bon après j'ai fait que 2 ans, donc je connais pas tous les musées suisses, mais c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas de mes camarades, même de mes camarades de l'année dernière qui maintenant sont diplômés et peuvent travailler dans les musées suisses. Parce qu'en France, c'est une profession qui est libérale et peut-être du coup admet plus de spécialisation puisqu'on va appeler un conservateur restaurateur pour un problème particulier, alors que si on a un conservateur restaurateur en institution, on a envie qu'il soit le plus polyvalent possible justement pour répondre à plein de problèmes. Donc je pense que du coup la formation suisse est assez une vision différente peut-être. Ouais, un peu plus différente en tout cas sur la question des objets, parce qu'après le papier, les livres sont aussi une spécialité à part entière, la peinture aussi, la peinture murale, la sculpture, ça c'est aussi il y a plus une idée management général, alors vision d'ensemble de la collection. Ouais, voilà, peut-être, ouais. En tout cas, c'est la vision que j'en ai, l'interprétation que j'ai faite. Et toi, là, ton objectif, alors c'est peut-être tôt pour en parler, mais en même temps, bientôt quand même, cette année. Toi, t'aimerais justement choisir ensuite une sous-spé, ouais, c'est vraiment matériaux organiques, c'est pour ça du coup que je suis allé là-bas, parce qu'ils étaient pas abordés à Paris, hein. Donc plutôt os, alors je venais vraiment de l'archéo, je me suis un peu élargi quand j'ai eu l'occasion de faire différents stages dans différents types d'institutions, collection d'anatomie par exemple. Archéo, donc t'étais vraiment archéo, comme on imagine. J'ai fait plusieurs chantiers, à la fois en tant que fouilleur, mais aussi en tant que conservateur-restaurateur. Et aussi en archéo, on a besoin de cette polyvalence au niveau des matériaux. Parce que quand on est conservateur-restaurateur sur un chantier, on choisit pas le matériau qui va sortir du sol. On choisit pas si on va tomber sur de la céramique, du verre, un matériau organique, du métal. Surprise, quoi. Et donc voilà, exactement. Donc quand on est conservateur-restaurateur associé à un chantier archéologique, il faut vraiment être capable de tout traiter, ou au moins dans les premiers gestes en fait. Oui, c'est ça. Geste de survie c'est vraiment le minimum, et souvent après, dans les structures de conservation-restauration en archéologie, on peut être amené justement à travailler sur tous ces matériaux aussi. C'est assez méconnu, la conservation-restauration sur le terrain archéologique. Même en France, je pense que c'est pas du tout connu. Ouais. Donc si je comprends bien, t'as un premier diplôme déjà et... En licence, ouais. C'est une licence. C'était la licence. Et là, j'ai fait le master, ouais. Du coup, c'est quoi tes premiers pas dans cette spécialité, matériaux organiques? Alors, mes premiers pas, c'était justement sur un chantier archéologique. Et c'était l'été avant de faire la première année en conservation-restauration à Paris 1, qui du coup est la 2e année de la licence. Ouais. Mon premier chantier archéologique, et j'ai pu travailler du coup sur des os. Et avant ça, je m'intéressais un peu moins aux matériaux organiques, et je parlais plutôt de céramique et de verre, enfin surtout de céramique d'ailleurs. Et voilà, ça a vraiment été un peu l'élément déclencheur. Je me dis, l'os, c'est vachement cool. T'as vu un os, là, tu t'es dit, waouh. Exactement, c'est ça. Il y a une communication entre vous, t'es qui c'est ça, mais je pense que c'est beaucoup comme ça, la conservation-restauration. Pourquoi on choisit cette spécialité? Je pense qu'il y a forcément un attrait pour la matière qui est différent selon la spécialité. Et voilà, il y a vraiment un truc pour l'os, quoi, qui c'est... Exactement, et depuis... il n'y avait jamais assez d'os. Est-ce qu'on peut confesser maintenant, ça se trouve il y aura que moi qui ai l'air d'une barge, mais qu'on parle un peu aux objets quand même. On peut, oui. On est un peu seul avec notre objet souvent, et on finit pas. Souvent, je sais pas toi, mais souvent moi je leur donne des noms aussi parfois. Trop bien, voilà, j'en étais sûre. On peut parler librement, c'est bien d'enseigner entre collègues. Trop bien. Et ok, donc les os en premier. Ouais. Et du coup, ça s'est ouvert sur les matériaux organiques de manière générale. Donc en archéologie, j'ai pu faire des stages arc-antiques où je travaillais sur du cuir gorgé d'eau, du bois gorgé d'eau, mais aussi dans d'autres l'os aussi non archéologiques, collection d'anatomie par exemple, ou d'histoire naturelle. Et après, pendant les cours en Suisse, pas mal d'objets ethno aussi. Beaucoup aimé travailler sur des plumes. Voilà. Large, ça fait rêver, franchement. Et paradoxalement, parce que je pense qu'il y en a qui sont très contents de faire que la peinture, que la céramique, qui est déjà très riche. Et tu pourrais nous raconter déjà un exemple, donc par exemple cette rencontre avec cet os ou autre chose justement qui t'a marqué, qui t'a conforté dans ton choix? Ouais, du coup cette expérience c'était j'allais rentrer en formation de conservation-restauration et j'avais jamais vraiment touché un objet avant, voilà, c'est mon premier chantier archéologique. Et avec l'archéo, il y a quand même un truc de spécial
quand on fouille, en tout cas, on est la première personne à voir cet objet depuis des milliers d'années, parfois un peu moins selon l'époque, mais là on était sur de la préhistoire. C'était le champ de fouilles? C'était à Étiole, donc un chantier école de Paris. C'est en région parisienne. C'est un site archéologique qui date de la période magdalénienne. Je me sens que c'est la fin de la période magdalénienne, si je dis pas de bêtises, donc moins 12 000 avant notre ère environ. Et donc un site d'occupation de plein air qui était à l'époque proche de la rivière et qui du coup a des états de conservation qui sont très bons, justement liés à cet environnement, puisque la rivière montait et en fait ensevelissait les vestiges en place. Et donc il y a des niveaux de fouilles par exemple où on a exactement la position de la personne, parce que les déchets de taille, on en parle de silex, pas d'os, mais sont positionnés de manière où on peut savoir où la personne était assise. Donc on a ce niveau de précision, et donc j'étais sur une année où parce que c'est différent chaque année évidemment, où c'était peut-être un peu moins précis, mais c'était quand même hyper passionnant comme première expérience. Parce qu'on pourrait croire que le mouvement de l'eau justement puisse détruire ou déplacer les ouais, il y a quand même un petit peu il peut y avoir un peu de déplacement, mais c'est quelque chose de plutôt graduel du coup qui plutôt au contraire. en fait les déchets sont ensevelis pas instantanément mais très rapidement, et donc du coup il y a peu de temps pour qu'ils soient déplacés par des animaux, d'autres êtres humains, etc. Donc ils sont vraiment un peu piégés là en place quoi. C'est un os humain? Non, c'était animal, ça commençait par des zoos-animaux. Ouais. Et alors qu'est-ce que c'était, tu penses? Il me semble que c'était du renne. Du renne. C'était une mâchoire de renne. Trop bien. Ouais. Tout de suite, j'imagine un rituel. Alors non, c'était très alimentaire. C'est très alimentaire. Non, le rituel est difficile à trouver en préhistoire, mais. Je vois le groupe de musique là, ça va pas me revenir. Ça y est. Comment il s'appelle, Vince? Tu vois pas où ils font de la musique avec des os justement non. dans l'ambiance préhistorique. Je crois que je connais pas. Ça va me revenir, mon mince. Intervention ratée. Donc après, t'as eu d'autres expériences? Ouais, j'ai eu d'autres expériences. C'était un peu spécial aussi, puisque à peine un an, j'ai eu le droit au Covid pendant mes études. Donc il y a eu un été un peu à sec. Mais sinon, après plus loin, oui, j'ai pu faire des stages avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris, enfin plutôt un laboratoire de recherche associé au Muséum d'histoire naturelle, encore une fois sur de la matière osseuse. Sinon en anatomie aussi, avec les collections du Putrin à Paris, et après aussi pas mal en céramique à droite à gauche. Je me parlais potentiellement d'un bucrane que je restaure actuellement. Ça c'est rituel pour le coup. Tu restaures un crâne actuellement? Ouais. En plus ou moins actuellement, ça fait un moment que je l'ai commencé. Au laboratoire Trajectoire. C'est un laboratoire d'archéologie associé à Paris 1. Et du coup c'est une enseignante de Paris 1 qui est en relation avec le labo, qui savait qu'il y avait ce crâne à restaurer, et qui m'a proposé du coup de le faire. En fait, personne n'enseigne vraiment à la conservation-restauration de l'os, donc c'est quelque chose que vraiment de ma part j'ai un peu appris en autodidacte, enfin de manière guidée tout de même, mais disons que il y a pas un TP os. Ouais, bon, il y a la littérature sur le sujet, mais voilà. Et donc du coup, c'est vraiment un projet que j'ai pris pour me former en fait, parce que du coup, je l'ai fait pas payer. J'étais encore étudiant, enfin je suis toujours techniquement étudiant quand j'ai commencé il y a un an maintenant je crois, et du coup quand j'étais sur Paris je travaillais dessus. Donc c'est un objet qui est vachement sympa. C'est un bucrane d'auroch. Donc un auroch c'est une vache préhistorique, enfin très simple, c'est l'ancêtre de la vache domestique, qui a été déposé de manière rituelle dans un lieu. Ça faut parler aux archéologues pour en savoir plus. Chacun son métier, c'est bien de le préciser, c'est-à-dire que souvent on croit qu'on restaure, enfin qu'on connaît toute l'histoire de la pièce et qu'on n'a pas forcément le temps en fait de... Non. C'est ça. Ouais, non, il y a un article qui a été écrit d'ailleurs dessus, qui parle de cette fouille, de cet objet. Non, moi je suis plutôt du côté matériel, donc voilà, je peux regarder comment il a été cassé, pourquoi pas, s'il y a des traces dans surface, ça je peux avoir un avis, mais vraiment le côté rituel, interprétation du geste archéo, ça c'est vraiment pas moi quoi. Ouais, donc super intéressant et un peu complexe parce qu'il a été en fait prélevé en motte.
Donc, un prélèvement en mode, c'est quand on extrait un objet du sol archéo en gardant un socle de sédiments en fait en dessous pour le supporter. Donc ça se fait beaucoup pour les objets fragiles ou les ensembles d'objets fragiles, et ça a été fait directement par l'équipe d'archéo et pas du tout par un conservateur-restaurateur. Oui. Je sens qu'il y a oui. Non, mais ils ont fait du mieux. Bien sûr, mais je sens que ça peut apporter. Justement, ça apporte beaucoup de complexité, puisqu'il a été en plus. Du coup, ça n'a pas été fait de la manière du coup la plus optimale. Donc, il y a eu l'objet s'est en plus altéré depuis. Et beaucoup de travail de dégagement de surface, parce qu'il a été recouvert en fait de jusqu'à 9 couches de gaz qui sont imbibées d'un adhésif en fait pour, j'imagine, protéger la surface. D'accord. Mais du coup ça n'a pas été suffisant pour faire quelque chose de structurel en fait. Et donc c'est la fameuse intervention sur site ouais, peuvent faire des conservateurs actuellement. Ouais, alors conservateur restaurateur ou archéo, mais généralement sous conseil d'un conservateur restaurateur selon la complexité de l'intervention. Donc là pour le coup ça aurait été vraiment bien qu'un conservateur restaurateur puisse un peu chapeauter la chose ou le faire. Parfois ça peut être un archéo, des fois c'est pas. Quand j'étais en Grèce l'été dernier en stage à Érythrée, le musée archéologique d'Érythrée, et sur les fouilles plus précisément à Amarinthos du sanctuaire d'Artémis. Ouais, c'était très cool, avec des dépôts votifs d'objets en bronze, etc. Donc du coup j'ai pu faire de la consolidation sur place d'objets, et pour les choses un peu plus simples, les archéos pouvaient tout à fait le faire sans problème. Bien sûr. Oui, ça dépend à la fois de la pièce, et puis ouais, voilà. On connaît les histoires du budget, maintenant ça commence à en parler, il n'y a pas toujours toutes les profils sur place, quoi. Carrément, ouais. Donc un peu complexe dans la restauration. J'ai dû le retourner aussi pour pouvoir faire toute la fouille de l'arrière de l'objet. Oui, finalement tu te retrouves sur un champ de fouille sur ta table. C'est ça, les prélèvements en mode, c'est clairement ça aussi. Il y a un côté fouille en laboratoire, ça se fait aussi pour des fouilles qui doivent être très précises. Donc là, pour consolider l'objet, pour pouvoir dégager la surface qui était recouverte du coup de cet adhésif et de cette gaz, il fallait d'abord le retourner. Donc c'est un objet qui est large, qui fait à peu près 70 cm de large. Ouais. Ensuite toute la fouille de la partie inférieure, nettoyage, consolidation, et ensuite pouvoir le retourner à nouveau et travailler sur la surface. Est-ce qu'on trouve des choses du coup lors de cette deuxième petite? On peut trouver des choses. Il y avait une petite vertèbre de chien juste à côté. Mais c'est principalement du sédiment. Mais ça arrive souvent, faut faire attention quand on fait des prélèvements, parce qu'on peut passer même à travers un objet quand on extrait le premier du sol, quoi. Vertèbre de chien, c'était aussi une offrande? Ouais, c'était à côté, mais il y avait une tête à côté de chien. Ah ouais, ok. Ouais, mais qui a aussi été traité par les archéos, mais qui a pas vraiment besoin d'intervention en conservation, restauration. Tu l'as dit, le site? Le site, ou en tout cas l'époque, ou un peu le contexte? Alors c'est néolithique, c'est dans le Val d'Oise je crois, et le site de fouille je l'ai pas en tête actuellement, mais je peux le retrouver. Parce qu'on pourrait avoir l'idée, tu vois, préhistorique, moi avec mes gros sabots j'arrive, je suis en mode ça y est c'est pas en France. Non, la préhistoire en France il y en a partout. Mais bien sûr. Enfin de l'archéo il y en a partout, mais la préhistoire aussi. Tu vois, on imagine peut-être pas quand on est profane se dire qu'il y a des champs, c'est peut-être lieu ce que je dis. Non. Un champ de fouille préhistorique près de Paris, tu vois, tout de suite ça paraît tellement lointain en fait, alors que c'est logique. En fait non, et c'est vrai, c'est une question qui revient souvent aux personnes qui travaillent dans le milieu de l'archéologie, c'est est-ce qu'il reste encore des choses à fouiller? Et la réponse est oui, énormément. Non, partout, et surtout à Paris en fait. Paris même a été fondé, il me semble, en moins 200 environ, et avec une occupation constante depuis. Donc des trucs archéo, il y en a énormément, et le bassin parisien est aussi plus anciennement un lieu de passage avec plein de populations préhistoriques. Niveau matière, justement, peut-être que tu peux, sans nous faire un tuto de conservation-restauration, tu nous fais passer ici, mais peut-être décrire la différence, par exemple, sur un os ou quelque chose en bronze. Ça se passe à peu près comment, une consolidation? Ça va dépendre du milieu, consolidation sur site, ça, avant prélèvement. Tu peux faire les... Ok. Eh bien, on va dire sur site ou avant prélèvement, ça va dépendre de l'état de la matière. Par exemple, un os, il va être très sensible au séchage, et souvent les milieux archéo sont des milieux semi-humides ou alors sont humidifiés lors de la fouille pour faciliter la fouille.
Et donc on va choisir son consolidant selon l'état du milieu, hein, donc un consolidant aqueux si c'est humide. Si c'est déjà sec, on peut aller sur quelque chose en solvant. Et après on peut utiliser des méthodes assez similaires aux deux. Une gaz par exemple en surface. Le plus important c'est de faire en sorte que il y ait assez de renfort structurel pour pouvoir en fait prélever l'ensemble sans que ça se casse la gueule. Et ça, que ce soit en métal ou en os, on peut avoir des problématiques assez similaires. En fait, juste quelque chose qui va permettre de maintenir la surface cohérente. Okay. Ça se fait aussi en peinture. Un pansement. Comme un pansement, ouais. Ouais. À chaque fois, dans toutes les spécialités où on peut avoir des petits morceaux qui vont partir, je pense que c'est une solution souvent utilisée, ouais. Donc on stabilise d'abord la surface et ensuite on va stabiliser plutôt la structure pour du coup pouvoir faire le prélèvement pour des questions de documentation aussi. Si on doit faire une fouille en laboratoire, on est obligé il faut avoir l'emplacement le moins altéré possible comparé à l'emplacement sur site. Dans l'orientation des objets par rapport aux autres, etc. Donc on a consolidé nos objets et ensuite on vient créer en fait un petit ziggurat si on veut. Donc on va creuser tout autour du coup pour définir la motte qu'on va tailler du coup dans le sédiment et ensuite on la prélève en venant insérer. Alors par exemple ça peut être une plaque de métal qui va aussi faire un peu lame en dessous. Donc on prend bien quelques centimètres pour s'assurer de pas traverser l'objet qu'on essaye de prélever ou parfois s'il y a un autre objet qui est en connexion mais en dessous que du coup on ne peut pas voir pour essayer de pas l'abîmer et voilà, donc on vient un peu découper en dessous et ensuite on a cette motte qui a, je l'ai pas mentionné, préalablement été stabilisée avec des bandes de plâtre par exemple et de plastique d'abord pour éviter d'avoir du plâtre sur les objets pour du coup bien maintenir l'ensemble et bien maintenir la motte cohérente. Et ça va aussi dépendre de l'état du sédiment, parce qu'on peut avoir des sédiments très lâches qui ont vraiment besoin du coup de cette gangue de plâtre pour rester en place avant le prélèvement, et on peut avoir des sédiments très compacts qui n'en ont pas vraiment besoin parce que c'est très dur, ça se tient presque comme de la pierre. Et après la consolidation donc en labo, la différence? La différence, on va peut-être pouvoir utiliser des matériaux différents. L'os, par exemple, il a besoin d'un séchage très lent. Qu'on peut faire avant une consolidation secondaire ou une première consolidation en laboratoire. Et donc du coup on peut avoir accès à d'autres matériaux et on va aussi pouvoir aller plus à cœur. Il y a aussi un nettoyage de surface qu'on va pouvoir faire en laboratoire qu'on peut pas faire forcément sur le terrain parce que c'est le terrain, c'est pas l'endroit le plus propre et on n'a pas accès à toutes les phases de l'objet non plus. Donc voilà. Alors là, tu vas présenter un sujet qui est assez différent de ton mémoire. Ouais, on passe vraiment à autre chose. Ouais. On change de décor. Ouais. Alors, du coup, je vais peut-être d'abord commencer par expliquer comment je suis arrivé là. Donc, pour mon sujet de mémoire, comme je m'intéresse du coup à l'os, je m'intéresse aussi aux collections d'anatomie et aux problématiques qui entourent les restes humains dans les collections de musées. Et je voulais travailler là-dessus pour mon mémoire. J'ai pu contacter divers musées à travers l'Europe, parce qu'en Suisse, à Neuchâtel, on cherche nous-mêmes nos sujets. On est très autonome dans la recherche du sujet, et donc on contacte nous-mêmes les institutions, etc. Et j'ai eu une proposition par le Museum Vrolijk à Amsterdam, qui proposait de travailler du coup sur une question de verre. VE2RE, dans le contexte des collections en fluide. Donc, en fluide, ouais. C'est tous les spécimens qui sont préservés dans un liquide de conservation. Le fameux formol. Alors, ça peut être du formol. Aujourd'hui, on l'utilise plus. Imaginez un petit peu dans l'imaginaire, ouais, c'est le formol. Ouais. Dans la réalité, on s'en sépare. Parce que c'est pas hyper bon pour la santé des personnes qui travaillent avec. Et donc du coup, on le remplace souvent par des solutions de conservation qui sont beaucoup moins toxiques. Donc là, t'es en train de nous expliquer que soit on a déjà changé ce formol pour un fluide de conservation, ouais. Soit qu'en fait tu parles de pièces plus ou moins récentes où il y a déjà plus de formol. Ouais, en fait, le formol est toujours utilisé dans la préparation des spécimens parce qu'il permet de faire ce qu'on appelle, de les fixer. Et les fixer, en fait, c'est une altération des protéines
qui empêche justement la putréfaction, etc., entre autres, qui altère aussi un peu l'ADN. C'est pour ça que dans certains cas, on préconise pas le formol, qui d'ailleurs est une solution de 4% de formaldéhyde dans de l'eau. Il y a beaucoup de confusion sur le sujet. Donc ouais, on utilise d'autres solutions. On peut utiliser l'éthanol, c'est très utilisé, par exemple, et ça conserve très bien aussi. Ça sèche pas, c'est l'alcool classique. Ouais, alors ça peut sécher justement, et donc il y a des concentrations qui sont à respecter entre 70 et 80, par exemple. Avec de l'eau. Avec de l'eau, ouais. Après il y a des recettes hyper diverses et variées, ça va dépendre de la période, ça va dépendre des institutions, ça va dépendre de ce qu'on va faire après avec le spécimen. C'est un peu on a un peu tout utilisé dans l'histoire des spécimens en fluide, mais du coup moi je travaillé sur le verre. Et c'est un sujet qui était hyper intéressant, hyper stimulant, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est un sujet qui a peu été étudié du coup avant mon mémoire, et qui est voué être de plus en plus étudié, parce qu'il faut savoir que le verre s'altère automatiquement dès qu'il est en contact avec de l'eau, et surtout de manière prolongée. Donc il n'y a aucun verre aujourd'hui qui est résistant à l'eau pour l'éternité. Et du coup, les fluides de conservation sont souvent à base d'eau. Par exemple, le formol, qui était le fluide originel pour la collection sur laquelle je travaillais, eh bien, c'est du coup 4% de formaldéhyde, ce qui nous fait 96% d'eau. Du coup, cette collection en particulier, qui a été collectée par Cornelius Hubo Arins-Keppers au début du XXe siècle, était dans des contenants en verre, enfin sont toujours dans des contenants en verre, qui étaient très fortement altérés, à la fois de manière physique, donc des fractures, et d'un point de vue chimique aussi. Visuellement, ça se voit. On a des verres qui sont fracturés, donc avec des lignes de casse en fait plus ou moins nombreuses selon l'objet, et avec une altération chimique qui se voit particulièrement au niveau des surfaces de fracture, plus que la surface du verre. Au niveau des surfaces de fracture. Il y a pas forcément un jaunissement ou une opacification. Si, il y a une opacification du verre sur cette collection-là qui est vraiment au niveau des lignes de fracture, qui peut être parfois blanche, complètement en fait avec des feuillets en fait qui se forment à ce niveau-là. Sur cette collection, on n'a pas vu d'opacification des parois, mais ça peut arriver. Il y a dans les collections en fluide, c'est connu par les personnes qui travaillent dessus. Parfois, les contenants en verre s'opacifient aussi avec le temps. C'est lié à ce qu'on appelle les lixiviations. C'est Harry Potter, là. C'est vrai que ça va un petit peu sortilège. Non. C'est l'extraction des alcalins du verre. Parce que du coup, le verre est composé principalement de silice et d'oxygène qui forment le réseau siliceux. Et donc, dans une forme cristalline, c'est ce qu'on appelle le quartz. Et ça devient du verre quand on va ajouter des modificateurs de réseau qui vont permettre du coup par exemple d'abaisser la température de fusion et d'avoir un état non cristallin. Et donc ça, c'est les alcalins principalement potassium et sodium. Enfin, historiquement, maintenant dans les verres, on va avoir des choses très diverses et variées, mais historiquement, c'est le sodium et le potassium. Et on va avoir aussi un stabilisant qui va être le calcium, qui lui va en fait empêcher le sodium et le potassium de trop bouger à l'intérieur du réseau et du coup d'être dissous par l'eau. Donc c'est les trois éléments qu'on a. Donc un formateur de réseau, la silice, deux modificateurs de réseau, donc j'ai écrit mon mémoire en anglais. Ah, vas-y. En anglais, le network loosener, celui qui... Ah, j'aurais dit loosener, celui qui relâche le réseau. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le sodium et le potassium, et du coup le stabilisant qui va être à base de calcium très souvent. Et donc, quand les sodium et potassium sont extraits, ce qu'on appelle la lixiviation, et c'est ce qui va former parfois des irritations. Donc ça, on le voit beaucoup en archéo. Donc j'ai pu faire un peu des parallèles entre le verre archéo et ce qui se passait sur cette collection, parce que c'est deux contextes très différents, mais deux contextes en fait avec un contact permanent avec de l'eau. Et donc du coup des phénomènes d'altération très similaires. Donc irritation et après formation de feuillets en fait quand on arrive à des stades d'altération plus avancés. Ça, je vois moins visuellement, mais l'irisation, je pense que ça parle à tout le monde. Ouais, ça fait des arcs-en-ciel, ouais. Les pétroles, là, sur le verre. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça.
En fait, c'est une hypothèse avant mon travail de mémoire, c'est que on a des phénomènes de pression à l'intérieur des bocaux qui sont liés à des changements de température qui vont faire changer le volume du fluide à l'intérieur, et donc pression négative, enfin des changements de température vers le négatif plutôt, qui du coup vont faire briser les parois. Mais du coup, comme c'est une pression qui est négative, il y a pas de, enfin il y a un peu moins, enfin à mon avis de perte de fluide du coup, puisque les fractures sont pas scellées, mais sont très serrées, quoi. Oui, il y a toute pression à l'intérieur. Ouais, et c'est ce qui les fait péter. Donc c'était l'hypothèse, et du coup j'ai pu la confirmer en étudiant les surfaces de fracture, en faisant de la fractographie. Ouais, j'ai envie que tu m'expliques comment on étudie. Eh bien, on regarde les marques qu'on a à la surface de notre fracture, et du coup ça nous indique comment elle a eu lieu. Par exemple, sur les surfaces que j'ai pu étudier, il y avait des signes très évidents que le verre avait été plié, en fait, vers l'intérieur. Donc, une confirmation de la pression négative. Et j'ai aussi pu mettre en évidence qu'il y avait certainement des questions aussi de force physique liées à oui, le recuit, tout à fait. Le recuit, oui, c'est la phase, en fait, après la fabrication de l'objet en verre, où on va le refroidir de manière très lente. En fait, on le met dans un four moins chaud et qui va du coup refroidir très lentement. Et ça permet en fait d'éviter des forces résiduelles en fait à l'intérieur de l'objet. Parce que le verre du coup a une très bonne mémoire des forces physiques. Quand on a un refroidissement qui est soit inégal ou trop rapide, en fait, on va avoir des zones qui vont être plus chaudes que d'autres. Et donc du coup, le verre va se rétracter plus à d'autres endroits et là, il va du coup se briser. Ou alors il va se rappeler de ces forces-là et on va avoir du coup des forces résiduelles, on va dire non cristallisées, ouais, si on peut dire cristallisées à l'intérieur même du verre. Et ça on peut les voir avec la lumière polarisée. En fait, il a 2 indices de réfraction. Normalement, le verre n'a qu'un seul indice de réfraction. Mais quand il est soumis à un stress, donc ça se voit aussi si on prend un objet en verre, on commence à le plier. Il va aussi avoir 2 indices de réfraction. Et ça, c'est visible avec la lumière polarisée. Et donc, du coup, j'ai regardé mes objets à travers un polariscope que j'ai fabriqué moi-même avec une lampe de filtre, enfin, un peu DIY, mais un polariscope, c'est 2 filtres polarisants en fait, et l'objet est placé entre les 2 filtres. C'est des filtres qui polarisent la lumière. Eh bien, la lumière, c'est des longueurs d'onde, et la lumière polarisée, c'est quand toutes les longueurs d'onde de la lumière sont sur le même plan. En fait, parce que la lumière qui nous entoure, il y a des longueurs d'onde sur plein de plans différents, et quand elle traverse le filtre polarisant, ce qui en sort, c'est de la lumière sur un seul plan. Et donc du coup ça permet de visualiser du coup ces 2 indices de réfraction. Et donc du coup on a 2 filtres avec une source lumineuse à l'arrière et au milieu on a l'objet. Et du coup l'objet peut devenir arc-en-ciel du coup parce que la lumière est diffusée, ou avoir des zones blanches et grises selon l'intensité du stress qu'on observe ou selon les zones. Et du coup, on voyait sur ces objets qu'ils étaient en fait pleins de ces stress, qui étaient liés aussi du coup à ce recuit, à ce refroidissement, qui devait être sûrement trop rapide, mais aussi à la manufacture des objets, puisque c'était des contenants, faut le mentionner, qui sont carrés ou rectangulaires. Les contenants circulaires, en fait, n'ont pas du tout ces problèmes de fracture, parce qu'ils ont une forme qui est beaucoup plus résistante aux changements de pression et du coup aux forces physiques. Aussi plus homogène, ouais. Alors que là, ils ont été contraints, en fait, dans un moule, et du coup, cette contrainte, elle reste imprégnée dans l'objet. Donc, on a 3 forces, j'en ai expliqué 2, les changements de pression qui font, du coup, plier les parois de verre, les stress résiduels liés à la fabrication, et ensuite, on a une force un peu de compression qui vient du scellement de l'objet, parce que souvent ils sont scellés avec une plaque de verre qui peut être du coup là il y avait pas mal de silicone ou de mastic, un mastic à fenêtre ça certainement, au niveau de pas autour, c'est des contenants, enfin faut s'imaginer des contenants carrés, et la lèvre en fait est juste plate, et par-dessus on va venir en fait coller un carré de verre. Comme il y a une pression négative, ce carré est aussi attiré en fait vers l'intérieur du contenant, et du coup vient compresser un peu les parois. Exactement, très bien, ventouse. Et donc du coup on a ces 3 forces qui vont venir faire briser nos contenants, et ça c'est en lien
avec l'altération chimique. Donc c'est là où c'était hyper intéressant, parce que j'ai fait des tests où j'ai pris des contenants qui venaient avec la collection et qui avaient jamais été utilisés, je les ai remplis de liquide de conservation, donc j'ai utilisé du coup une solution, enfin du Forbol quoi, pour avoir les mêmes circonstances, et je les ai mis dans des changements dans des situations de changement de pression, et en fait ils ont pas pété. J'étais un peu déçu. Mais du coup, pour moi, ça a un peu confirmé l'idée qu'il y avait une altération chimique qui était un peu un prérequis à la formation de ces fractures, parce que quand on a fait des observations au microscope électronique à balayage, peu scientifique, de la surface interne des objets, eh bien, on a vu qu'il y avait des micro-fractures, enfin des micro-craquelures en fait en surface. La surface interne, du coup, si on se souvient un peu de l'explication, c'est celle qui est étirée en fait. C'est comme si on venait plier du verre, et donc il y a une surface qui est compressée, donc ça c'est la surface externe. La surface interne, c'est celle qui va être étirée, et c'est celle qui est altérée chimiquement. Et donc du coup, on a une faiblesse qui se forme avec le temps, avec le contact à l'eau, qui ensuite va finir par donner une fracture, et le verre va péter. Donc non, c'était super cool, et ça s'arrête pas là. On peut revenir à l'altération chimique, j'en parlais au tout début de ce sujet, sur les surfaces de fracture, avec les feuillets justement, qui étaient en fait beaucoup plus avancés au niveau des surfaces de fracture qu'au niveau de la paroi intérieure du verre. Et pourtant, les deux sont sujets à l'eau de la même manière, plus ou moins. Mon hypothèse, c'est que quand les alcalins sont extraits, il y en a une partie qui reste en fait bloquée à l'interface en fait entre les deux surfaces de fracture, et du coup ça fait augmenter le pH. Et quand on augmente le pH, eh bien à partir d'un pH 9, le réseau siliceux commence à se dissoudre. Et donc c'est pour ça qu'on a une altération qui est beaucoup plus avancée sur ces zones-là qu'à l'intérieur. Parce qu'en fait à l'intérieur, quand on a fait du coup les analyses, on a vu que on n'avait pas les alcalins, enfin on a les potassiums et les sodiums, mais qu'on avait le calcium sans problème. Et en fait quand on a regardé au niveau des interfaces de fracture, on n'avait plus de calcium non plus. Et donc du coup une altération qui est plus avancée, ce qu'on a même le stabilisant du coup a été extrait complètement de la matière. On a même pu étudier des précipités, donc des précipités c'est des solides qui se forment dans un liquide, qui se formaient à l'intérieur du fluide de conservation à partir des lignes de fracture. Donc on avait une ligne de fracture, et généralement ça c'est plutôt à l'extérieur, et généralement c'est des sels liés au liquide de conservation, parce qu'il y a un peu de sel dedans, qui du coup passent à travers la fracture, et du coup, et par évaporation, il y a des formations cristallines qui sont à la surface externe. Mais là, on avait des précipités à l'intérieur, et comme si ça venait couler, en fait, littéralement de la fracture. Ça fait vraiment des coulures sur le long de la paroi, et quand on les a analysées, c'est de la silice. Et donc du coup, on a vraiment une solubilisation du réseau siliceux à cet endroit-là, et du coup une altération qui devient un peu hardcore du verre, parce que ça c'est pas un truc qu'on trouve régulièrement sur le verre. En tout cas sur le verre en réserve de musée, c'est vraiment pas un truc courant quoi. Il y a sûrement une partie un peu liée à la manufacture, parce que ça n'arrive pas sur tous les contenants rectangulaires ou carrés pour spécimens en fluide. Donc spécimen dans cette collection. Ah, c'est une collection de cerveaux. Ah. Mais où sont tes preuves? Mais je n'ai aucune preuve. Comme je te l'ai raconté, l'eau les a entraînés au fond des égouts. Je te l'ai déjà assez répété. Je tiens à avoir des preuves indiscutables de ce que tu avances. Bon, si cette espèce de grosse méduse veut des preuves, elle va les avoir. Et plus vite qu'elle ne le croit. Il y a plein de cerveaux, j'imagine, dans la collection. Il n'y a pas ce problème de verre, donc ça vient pas du tout. Après, en fait, on n'a pas vraiment l'historique de conservation, donc il suffit qu'une partie ait été conservée dans un milieu, où il y avait des changements de température qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, et il y en a qui sont plus cassés que d'autres. Il y a peut-être des questions aussi de niveau de fluide. Si on a plus de fluide, du coup, les changements de pression à l'intérieur vont être différents. Il y a toute une partie de l'histoire de la collection qu'on n'a pas. Et donc du coup, j'ai pas été en mesure de dire pourquoi ceux-là sont brisés plus que d'autres. J'ai pu expliquer comment ils sont brisés, mais pourquoi c'est pas arrivé à d'autres flacons, ça, de la collection, je peux pas savoir. Enfin, en tout cas, à l'état actuel des connaissances, je peux pas m'avancer. Cependant, il y a 292 flacons, et 55 avaient des problèmes physiques avancés, et on trouvait des altérations chimiques sur encore plus de flacons. Ça, je les ai pas tous regardés. Et en plus, on les voit pas toujours, parce que les altérations de surface du verre, en fait, tant qu'il reste humide, parfois ça se voit pas. Et ça se voit uniquement quand le verre se sèche, parce qu'on a une surface d'altération, une surface altérée, qui est hydratée,
Et quand ça se déshydrate, en fait, c'est là où on peut la visualiser parfois. Donc comme tous les flacons sont en fluide, parfois c'est assez, on peut pas vraiment. Ouais, il y en a un que j'ai vidé du coup pour pouvoir étudier, etc. Et la surface est devenue blanche en fait. Puis les cerveaux du coup ils sont en réflexion, donc ça joue sur la lumière et. Ok, trop bien. Ah, c'est passionnant. Et sinon, donc t'étais obligé de vider le flacon pour observer ça? Ouais, j'ai dû en vider. Pas juste les pencher et voir. Alors, on peut voir un peu en penchant, mais du coup, c'est très difficile. Donc, ouais, en fait, j'en ai sélectionné quelques-uns sur les 55. J'en ai sélectionné quelques-uns que j'ai démontés. En fait, ils sont déjà fracturés. Donc, de toute façon, ils étaient dans un état de conservation où la restauration n'était pas vraiment envisageable. Et donc, du coup, les démonter et envoyer des échantillons pour études, c'était pas trop un problème parce que de toute façon, ils allaient pas être réutilisés. Donc on a eu assez peu de scrupules. Et en plus, on sait pas du tout quel est l'impact de tous ces éléments en fait qui arrivent en solution dans le liquide de conservation sur le spécimen. Et le spécimen, ça reste quand même le cœur de la question pour les spécimens en fluide, parce que le verre c'est intéressant, mais c'est adjacent, c'est un peu pour le musée, ça fait partie du contexte historique de l'objet, et donc du coup c'est aussi lié à la façon dont la collection est perçue, parce que là c'est une collection du coup qui a été donnée au musée en 2016. Et donc on passait d'un statut un peu recherche, parce que ça venait d'une institution de recherche, etc., à un statut plutôt historique. Et donc du coup, les valeurs qu'on associe à cette collection sont pas tout à fait les mêmes. Et si la collection n'a pas besoin d'être ouverte constamment pour accéder aux spécimens, en fait, on peut se permettre du coup de conserver un verre qui est un peu altéré, et peut-être potentiellement essayer de trouver une solution de restauration, que j'ai aussi un peu exploré dans mon mémoire, ouais. C'est un début pour ouvrir ensuite peut-être à d'autres objectifs ou pas forcément? Est-ce que tu vas poursuivre cette idée? Je sais pas, peut-être. Si l'occasion se présente, exactement, ouais, pourquoi pas. Parce que c'était hyper intéressant. C'était le verre avant ça, c'était pas mon sujet de prédilection. On a beaucoup parlé d'os, du coup on sait un peu ce qui m'intéresse. Mais du coup ouais, ça m'a un peu ouvert au verre. Du coup. C'est aussi pour ça que du coup je me définis un peu conservation, restauration, archéologie, histoire naturelle et anatomie, parce que du coup je travaille sur une variété de matériaux et je me sens un peu compétent pour du coup travailler sur du verre, même si c'est pas la spécialité que je cherche forcément à développer. Voilà. Ouais. Il en faut de toute façon, comme tu dis, c'est des spécialités. Alors t'as pas dit nouvelles, mais c'est un peu ça quoi. Le sujet est assez nouveau, ouais. Il y a étudier là. Il y a pas mal à étudier. D'ailleurs, ça intéresse beaucoup les spécialistes de la question qui veulent étudier la dégradation du verre dans les collections en fluide un peu plus. Ouais. Vers l'archéologie, j'y suis arrivé un peu tard parce que j'ai fait un premier diplôme, j'ai fait une licence en anglais et à la fin de ma licence LLCE anglais, je me suis un peu posé la question de ce que je voulais faire avec de ma vie. Et prof d'anglais n'était pas la réponse. Il y a plein d'autres choses possibles, mais c'était vraiment un peu le truc un peu plus probable. En tout cas, je m'intéressais beaucoup à la littérature anglaise, par exemple. Et quand on fait un master en littérature anglaise, globalement, on devient prof d'anglais. Et c'était pas ce que je voulais faire. Et donc, du coup, j'ai fait une année sabbatique en Écosse, où j'étais assistant de langue moderne dans plusieurs lycées à Glasgow. Et en fait, du coup, avec mes études, etc., j'étais amené à pas mal voyager. J'avais fait pareil 1 an d'échange aux États-Unis. Et à chaque fois, j'allais dans les musées, etc. Et j'ai fini par me dire, mais j'aimerais vraiment, en fait, travailler dans ce milieu-là, travailler dans les musées. Et j'ai réfléchi, j'ai un peu regardé, j'ai fait des recherches Google, tout simplement, sur les différents métiers, qu'est-ce qui est... Et en fait, la conservation-restauration, ça m'a vachement appelé. Dès que j'ai compris ce que c'était, parce que c'est pas vraiment un métier qui est hyper connu, pas se mentir, ça m'a beaucoup plu. Il y a en fait un peu un équilibre entre la partie manuelle que j'aime beaucoup, la partie un peu plutôt réflexion, etc., que du coup j'ai pu explorer un peu avec ce mémoire, et aussi la partie sciences sociales, histoire de l'art, archéologie, etc. Donc ça me paraissait un bon équilibre de ces 3 choses-là. J'ai toujours remarqué que je fonctionnais bien sur les choses un peu concrètes. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Le concret de l'objet, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Ouais. Oui, puis avec les langues, ça peut paraître très éloigné, mais en même temps, on voit bien ce côté voyage, langue, anthropo, archéo, bon. Ouais, il y a le côté culture, culture étrangère, etc. C'est carrément. Et c'est vrai que je sais pas ce que tu en penses, mais les musées anglophones sont a priori connus pour justement bien présenter cette profession. Ouais. Que toi tu découvres donc finalement assez tard de ce que je j'ai découvert ça assez tard, ouais.
il s'est passé quand même 4 ans entre ma sortie du lycée et mon entrée en histoire de l'art et archéo, et 5 ans avant la conservation-restauration. Du coup, au lycée. Oula, Elle, oui, comme beaucoup, je pense, en conservation-restauration. Bah, c'est marrant, il y a quelques ES, je pense qu'il y en a moins. C'est pas forcément le truc de l'enfance, où tu avais... Ah non, alors l'archéologie, j'ai jamais été entouré de ça, non. L'archéologie, par contre, c'est un intérêt qui, en fait, est un peu plus ancien. Mais à l'époque, je me disais pas que c'était un métier qui m'était accessible. Quand j'étais au collège, donc c'est encore plus vieux, je faisais club archéo, j'ai fait club patrimoine. Oui, mon collège, il y avait un club patrimoine. Oui. Quand même, là, on monte, on découvre des choses. Donc, ouais. Donc, il y a un intérêt qui est ancien. Mais, c'est que ça, le club patrimoine. Attends, c'est incroyable. Je suis envieuse là pour ma propre enfance, quoi. Mais c'est un club qui était ouvert uniquement aux élèves de 5e, apparemment, voilà. Du coup, avec thème, donc patrimoine local, moi je viens d'Amiens. Donc on a fait des visites culturelles à la cathédrale d'Amiens, etc. Je me souviens aussi d'un atelier calligraphie. Donc il y a eu, c'était assez large. Mais bravo à ton collège. Enfin, je sais pas si à part ça il était bien, mais bravo à ton collège quand même, parce que je trouve que ça manque aujourd'hui. Ouais, peut-être. Ouais. Non, c'était cool. Non, j'avais un collège hyper dynamique sur ce genre de truc, donc c'était assez cool. Et tu disais justement que t'avais ce côté manuel aussi. Ouais. Ça c'était quoi? J'ai toujours aimé un peu toucher à tout, très bricolage, très. S'il y a un problème, j'aime bien trouver une solution. Et je trouve que ça reste quelque chose de concret. Mais c'est quelque chose qui m'avait posé problème du coup pendant mes études d'anglais, c'est que du coup c'est hyper abstrait. Et du coup mon intérêt c'est la littérature, c'était un peu ma spécialité, littérature anglaise. Et du coup j'adorais faire ça, j'adorais argumenter, expliquer un texte, etc. Mais il y avait quand même ce côté j'avais besoin j'aime bien me raccrocher à un truc du coup concret, la matérialité, j'aime beaucoup la matérialité des choses. J'aime beaucoup savoir comment les choses sont faites, voilà. Et du coup ça me manquait un peu. Oui, puis ça a dû quand même te donner une méthodologie de structure. Ouais, aussi. Anglaise, et après il fallait retrouver le côté matériel. Ouais. Et donc alors après, licence de langue, année sabbatique, Glasgow. Exactement. Visite de plein de musées, tu te dis je vais faire ça. Ouais. Et là t'arrives à peu près là. Ouais, là j'arrive à Paris. J'ai postulé du coup depuis l'Écosse à Paris 1. J'avais demandé d'où tu venais avec ton sac à dos. Ah bah depuis l'Écosse, ouais, qui m'a un peu aidé parce que du coup j'étais prioritaire partout. Comment ça pour les Parcoursup. C'était la première année de Parcoursup. Et donc il y a une priorité sur la zone géographique. Et donc du coup comme j'étais pas en France, je sais pas si c'était un avantage, mais en tout cas c'était rigolo. Et donc du coup j'ai su en Écosse que j'avais été pris. D'accord. Et du coup après je suis arrivé à Paris, du coup première année, histoire de l'art, archéo, etc. Donc licence 2 ans. Là tu te dis je permute en 3 ans, ouais. 2 ans. Je suis arrivé en L1 à Paris 1. Donc je suis pas arrivé directement en conservation-restauration. J'ai fait la première année histoire de l'art archéo. Bon, il y a aussi des cours de conservation-restauration, mais il y a pas encore la spécialité. Donc j'ai fait vraiment cette première année. Et ensuite, c'est théorique en fait. Ouais, c'est que de la théorie. Première année, on a, il existait à l'époque, je crois que ça a changé depuis, technologie artistique, artisanale et industrielle, et un cours d'introduction aux grands principes de la conservation-restauration. Et ensuite tu pars à la Haute École Arc, à Neuchâtel, conservation-restauration, un master avec 2 spécialités, donc celle que j'ai un peu sur laquelle j'ai un peu élaboré, archéo et ethno, et l'autre qui est objet horloger scientifique et technique. Qu'est-ce qui te plaît le plus finalement aujourd'hui ça... dans le métier, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ce qui me plaît le plus. Je pense que je vais faire une réponse un peu différente, parce que je pense pas que tu l'as eu, mais j'aime beaucoup parler aux gens du métier. Ouais, ça me plaît beaucoup. J'ai toujours été volontaire pour les portes ouvertes, ce genre de choses. Donc parler aux gens de conservation-restauration, je trouve que on n'en parle pas assez. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer aussi dans le futur. Donc ouais. Tu veux dire qu'on parle pas les réseaux que ça. Si on en. Comment ça on parle pas? Peu. On est introvertis. Ah ouais. C'est vrai. Non, ouais. Donc j'aime beaucoup cet aspect-là, relation avec les gens. Enfin, quand mon job étudiant à Paris, c'était guide touristique. Donc du coup j'ai pu développer un peu ça dans d'autres contextes, et j'aimerais faire ça un peu pour la conservation-restauration. Voilà, pour changer de la réponse que peut-être, je sais pas, t'as dû avoir beaucoup, le rapport à l'objet, tout ça, je sais pas, pour moi c'est la réponse un peu... Écoute, je ne comprends pas du tout ton intérêt de communiquer au public sur ce métier, vraiment ça me dépasse.
vois pas l'intérêt. Et est-ce que t'aimerais le moins alors à ce jour? Est-ce que j'aime le moins? C'est une très bonne question. C'est la vision qu'on peut avoir parfois du métier ou la vision un peu petitement du métier. Enfin, on imagine souvent, voilà, on est les petites mains derrière, dans l'ombre, qui restaurent les objets, alors que c'est un métier qui est hyper riche, qui demande beaucoup, enfin, qui est plus que ça. Et du coup, je trouve que c'est hyper réducteur comme façon de présenter le métier. Souvent, bah, du coup, dans les médias, c'est un peu présenté comme ça. C'est peut-être le moment de rappeler que le terme petite main est extrêmement négatif. Oui, tout à fait. C'est connoté négativement, ce n'est pas du tout un compliment. Oui. Souvent, c'est utilisé comme un compliment, un peu comme t'es un artiste. Ouais. En fait, c'est plus forcément derrière. Ouais, les gens s'imaginent tout de suite le truc hyper minutieux, et ce qui est vrai, hein, dans certains côtés, mais c'est aussi beaucoup plus que ça, surtout en archéo. Enfin, j'ai pu en parler. C'est peut-être pour donner une deuxième réponse à la question précédente. J'aime beaucoup c'est la diversité des tâches qu'on peut être amené à faire. Ouais. Surtout en archéo, parce que j'aime beaucoup être sur le chantier, être sur le terrain. J'aime beaucoup être en labo aussi, avec des projets très divers et variés. Je vais te proposer un choix entre deux questions. Très bien. Et je te propose d'en choisir juste une des deux, celle que tu préfères. Tu as le temps de réfléchir à ta réponse. Et essayer de fournir une réponse plutôt, je vais pas te bloquer justement, te restreindre, mais plutôt rapide. Alors, la première option, c'est tu dois convaincre le gouvernement que le patrimoine, c'est en gros le ministère où il faut investir. Et l'autre option, c'est tu dois expliquer à Mr Bean que malheureusement, il n'a pas les compétences pour restaurer une œuvre lui-même. Alors, je vais prendre la première question, je pense. Je peux laisser à Mr Bean la délusion. Convaincre le gouvernement d'investir dans la conservation-restauration. La France, c'est une des premières destinations touristiques au monde, tout simplement. Donc, s'il faut parler au gouvernement, on peut parler un peu argent. Et du coup, le patrimoine français est hyper riche et varié, et c'est quelque chose qui, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, se perd parce y a pas le budget pour faire tout un tas de choses dans des petits villages, des petites choses. Enfin, il y a plein de choses qui du coup se perdent, et c'est hyper dommage. Et en fait, c'est une des choses qui, je pense, peut faire la force de la France, et sur un sujet un peu moins cocorico quand même, pour aller un peu plus large, que c'est pas tout à fait moi. On est ce qui fait un peu l'humanité, c'est la capacité à réfléchir, à raisonner et à créer. Et la conservation-restauration, c'est aussi et le patrimoine au sens large, c'est un peu le résultat de tout ça. Et pour moi, je vois pas l'intérêt juste d'exister ou de travailler si c'est pour complètement négliger cet aspect. En fait, ce qui fait un peu la spécificité de notre espèce, c'est notre habilité à créer de la culture, à communiquer via l'art et d'autres manières. Et moi, je trouve que c'est fondamental dans l'expérience humaine. Et voilà, c'est ça. Je pense que c'est rentable. Est-ce que c'est rentable? Eh bien, pour exprimer mon point de vue personnel, je pense que la rentabilité ne devrait pas être un critère pour le patrimoine. Maintenant, pour répondre au gouvernement, ça peut tout à fait l'être. Voilà, le côté touriste, etc. On peut tout à fait France, première destination touristique, etc. On peut revenir là-dessus et on peut mettre ça en avant aussi. Voilà, c'est tout à fait un argument très commercial, mais enfin, s'il faut convaincre, on peut aller de ce point de vue-là. Ouais. Dans les musées, ça se voit aussi. On doit faire des choix sur ce qu'on va restaurer parce qu'on peut pas tout faire, et donc du coup, il y a une part. Voilà, on a tous été dans des réserves de musées, en dessous des choses un peu pas glorieuses, et qui auraient pu être autrement si on avait vraiment mis le budget. Et c'est pas qu'en France, hein, d'ailleurs, on peut penser à l'histoire très récente du British Museum. Même si on investit un peu plus, ça reste un secteur où globalement il y a assez peu d'argent. C'est un sujet. J'écoute beaucoup le podcast The C Word que tu dois connaître aussi, et qui revient beaucoup, par exemple, chez eux ou même avec d'autres conservateurs restaurateurs anglais. C'est que quand ils commencent, ils font pas mal de taf, parfois en volontariat ou de choses comme ça, parce que justement les institutions mettent pas le budget pour ce genre de choses. Donc en Angleterre, c'est aussi le problème. Et j'ai entendu beaucoup de personnes dire que il y a un problème d'inventaire au British Museum, puisque beaucoup d'œuvres qui ont été dérobées n'étaient pas inventoriées, et ça, c'est pas un problème qui est uniquement anglais. Après, je pense que les musées font quand même du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais on pourrait quand même faire beaucoup mieux, ça sans souci.
Écoute, ça tique un petit peu mon ego présidentiel de que le British Museum puisse être comparé au Louvre. Alors peut-être y réfléchir un petit peu plus et faire un petit peu plus attention à ce qui se passe en France du coup. Une petite question comme ça pour terminer ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur toi qui pourrait surprendre venant d'une personne exerçant ce métier? Quelque chose sur moi qui pourrait surprendre. Ouais. Toute attente possible quand on exerce ce métier. Loisirs, personnalité. Alors, il faut savoir que j'ai peu de loisirs en raison de études. Ouais. Donc, dans la Suisse a laissé peu de place au développement de hobbies personnels. Donc, je n'ai pas un hobby absolument incongru. J'aimerais beaucoup. Enfin, c'est vraiment mon seul hobby depuis 2 ans en Suisse en tout cas. Je ne sais pas parler d'autre chose. Non, juste en rigolant, mais du coup c'est hyper intensif. Du coup la conversation est un peu déviée, mais c'est hyper, la formation là-bas est hyper intensive en conservation restauration. En plus leur licence qui s'appelle un bachelor, c'est en conservation préventive. Donc en fait ils commencent vraiment la conservation restauration proprement parler en arrivant en master. Et donc du coup tout ce que notre formation peut le faire sur 4 ou 5 ans, vraiment c'est en 2 ans quoi, avec des heures d'atelier toute la semaine, 40 heures en cours, sans compter le travail personnel à côté, donc ouais, c'était un peu intense. Sinon communiquer, déjà ça c'est atypique c'est vrai, c'est que j'aime beaucoup parler. On s'y attend assez peu. Bavard. Très bavard, ouais. Je te remercie d'être venu aujourd'hui. Pas de soucis. Et bonne chance. Merci. Break a leg, comment on appelle un fémur. Break a fémur. Pour information, le podcast est à présent disponible sur Spotify, mais vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube afin d'interagir dans les commentaires. Si vous appréciez le podcast Art Hacker, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon. Ça permettra par exemple d'acheter un 2e micro afin d'avoir une qualité son optimale pour les 2 voix. Un grand merci de votre écoute et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.